La biodiversité actuelle est le résultat de près de 4 milliards d'années d'évolution. La théorie de l'évolution est un outil qui fournit des explications sur de nombreux éléments du monde qui nous entourent. Anatomie de l'espèce, développement de populations résistantes à des produits utilisés en milieu médical ou agricole. Mais nous allons voir au cours de ce chapitre que le terme d'évolution tel que nous le connaissons aujourd'hui en science n'a pas été et n'est toujours pas très bien compris. Prenons le cas de l'époque de Voltaire. Voltaire écrit Le Candide ou L'Optimisme en 1759 pour se moquer du finalisme de son époque. Il utilise ainsi le professeur Pangloss, alors Pangloss qui signifie celui qui parle de tout, et va prendre l'exemple du tremblement de terre de Lisbonne. Ce tremblement de terre, touchant les Portugais, n'est en fait qu'une participation à un équilibre. Ainsi, s'il y a énormément de morts à Lisbonne, on aura dans un coin du monde un boom de natalité. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Et donc Pangloss nous dit « Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Ainsi, avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et plus en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. » Dans ce texte, nous avons donc un finalisme, c'est-à-dire que nous avons quelque chose pour une finalité. Le pour désigne la finalité. Alors, on peut se demander, l'œil est fait pour voir ou l'œil sert à voir ? Eh bien, en science, nous allons utiliser la deuxième version. C'est-à-dire, nous allons utiliser le pour, donc avec le verbe servir, dans un sens rétrospectif, fonctionnaliste. L'œil a une fonction. Dans le cas du siècle de Voltaire, nous sommes dans un pour finaliste, donc prospectif. Notre chapitre sera divisé en deux grandes parties et la première partie, l'anatomie témoin de l'évolution. Donc petit 1, différentes évolutions. L'existence d'organes aussi complexes que l'œil a longtemps servi d'argument aux anti-évolutionnistes. Les connaissances actuelles sur les différentes formes de l'œil du monde vivant nous permettent de reconstituer son histoire évolutive. Comment expliquer l'existence d'un organe aussi complexe que l'œil ? Comment une structure anatomique aussi complexe que l'œil est-elle apparue au cours de l'évolution ? Voilà la problématique à laquelle nous allons répondre au cours de cette première activité. Reprenons dans un premier temps l'anatomie de l'œil. Donc, nous avons le cristallin. Le cristallin est une lentille de tissu conjonctif permettant la mise au point. La mise au point est en réalité le mécanisme d'accommodation. Grâce à l'action des muscles ciliaires, la courbure des deux faces du cristallin va être modifiée. Lorsque nous observons un objet situé près de nous, le cristallin doit se déformer, se bomber et ainsi être plus convergent pour que l'image se forme nettement sur la rétine. En 1994, deux chercheurs, Nilsson et Pelger, utilisèrent un modèle numérique de l'évolution de l'œil afin d'estimer le nombre de générations nécessaires à cette évolution. Le stade initial du modèle ressemble à l'œil de la planaire. Il consiste en une couche de cellules superficielles transparentes, ici en blanc sur le schéma, une couche intermédiaire de cellules photoréceptrices en vert et une couche de cellules pigmentaires en gris foncé. Le modèle conçoit les étapes d'évolution les unes après les autres selon trois principes. Toutes les nouvelles étapes possibles sont envisagées. Une nouvelle étape présente au maximum 1% de différence avec la précédente. Parmi toutes les possibilités, seule la solution qui améliore le plus les propriétés optiques est conservée. Au cours de cette histoire évolutive, les propriétés optiques sont d'abord améliorées par le creusement en cupule. Une autre étape importante est la constitution du cristallin, puis son aplatissement accompagné de celui de l'iris. Comme chaque étape n'est qu'une légère modification d'une situation antérieure, l'orientation initiale et aléatoire des photorécepteurs conditionne leur orientation.
plusieurs millions d'années après. C'est pour cela qu'on a une inversion chez les vertébrés, mais pas chez les céphalopodes. Les résultats montrent qu'un œil ressemblant à l'œil humain peut apparaître en moins de 1829 étapes. Les principaux défauts de l'œil humain sont donc une inversion des structures au niveau de la rétine et la présence d'une tache aveugle que vous avez pu tester avec l'expérience de Mariotte. Ces deux caractéristiques sont provoquées par l'orientation initiale et aléatoire des photorécepteurs chez l'ancêtre possédant les protosieux. Reprenons l'œil des vertébrés. Lorsque la lumière provenant des objets qui nous entourent traverse l'ensemble des structures de l'œil, nous arrivons à la formation d'une image sur la rétine. Lors de la dissection d'un œil de bœuf, voici les différentes structures mises dans l'ordre et retraçant le trajet de la lumière. Donc on a bien la cornée, la pupille, le cristallin, l'humeur vitrée et enfin on arrive sur la dernière couche qui est la rétine. La rétine est composée de deux grandes structures. Nous avons donc les fibres nerveuses et ensuite les photorécepteurs. La lumière, lorsqu'elle arrive dans notre œil, elle va arriver d'abord sur les cellules nerveuses, puis sur les cellules photoréceptrices. Ensuite, une fois que la lumière a été détectée par nos cellules photoréceptrices, on va avoir une conversion en un message nerveux. Et ce message nerveux va faire le chemin inverse. C'est-à-dire il va repasser par les cellules nerveuses, puis ensuite rejoindre le nerf optique. Il existe deux types de photorécepteurs. Nous avons les bâtonnets et nous avons les cônes. Les bâtonnets sont au nombre environ de 125 millions. Ils sont très sensibles à la lumière et ne permettent pas la perception des couleurs. Les cônes, à l'inverse, sont beaucoup moins nombreux, environ 6,5 millions, et sont répartis de trois types. Donc nous avons les cônes plutôt pour détecter la lumière bleue, verte ou rouge. Sur ce nouveau schéma, nous avons là encore donc le trajet de la lumière que je dessine en rouge, qui arrive bien sur ces cellules photoréceptrices qui sont situées après nos fibres nerveuses. Donc, notre lumière arrive sur les cellules photoréceptrices et va générer un message nerveux qui va faire le chemin inverse. Ce message nerveux va ensuite rejoindre le nerf optique et ils se rejoignent tous au même endroit, d'accord, formant le point aveugle. À ce niveau-là, nous n'avons pas de photorécepteur. Le point aveugle, c'est ce que vous avez pu tester avec l'expérience de Mariotte. Chez les céphalopodes, l'œil est quant à lui organisé d'une autre façon, c'est-à-dire que nous avons d'abord les photorécepteurs, puis les fibres nerveuses. Nous avons donc des structures semblables, mais progressivement, ces deux yeux se sont distincts. Nous sommes donc bien face à deux histoires évolutives différentes. Au tout début de la vidéo, je vous ai énoncé deux types de pour. Le pour prospectif ou finaliste, dans la phrase par exemple « l'œil est fait pour voir » et le pour utilisé en science qui est le pour rétrospectif. Le pour désigne la fonction de l'œil. On peut donc utiliser la phrase « l'œil sert à voir ». Pas de honte à avoir sur l'utilisation du verbe servir, car on énonce la condition de permanence qui fait que les différents yeux au cours du vivant se sont maintenus. Les yeux sont d'ailleurs apparus plusieurs fois dans l'évolution, et les différents types d'yeux ont permis une certaine diversité du vivant. Et se sont maintenus seulement car ils ont une performance, c'est-à-dire dans la vision. Si rien n'est à voir, alors on a une disparition des yeux, car cela ne fait pas partie d'une condition de survie. Il existe donc une multitude d'yeux, suivant différentes histoires évolutives, mais retenez surtout qu'il n'y a pas d'évolution linéaire des yeux.